Le 7 février 1962, en pleine guerre d'Algérie, une bombe explose dans le domicile où réside André Malraux, le ministre de Gaulle. Au rez-de-chaussée, une petite fille de 4 ans et demi est grièvement blessée. Les éclats de verre lui déchirent l'œil droit. Elle devient, malgré elle, le symbole des victimes du terrorisme de l'OAS. Son visage ensanglanté, publié dans la presse, provoque un immense choc dans la population. Et il a fallu beaucoup de temps pour prendre de la distance, se reconstruire et pouvoir en parler, écrire aujourd'hui dans un livre très beau intitulé Tu choisiras la vie chez Grasset. Elle raconte l'événement qui a changé sa vie en destin. Delphine Renard, bonsoir. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bienvenue, on est très heureux de vous accueillir sur Public Sénat. Bienvenue à vous. La photo que des millions de Français ont découvert avec effroi, une photo de Paris Match. Légendé, ce visage mutilé accuse l'OAS. Vous dites dans votre livre qu'elle matérialise un instant suspendu, un temps dilaté. C'est juste après l'explosion. De quoi vous souvenez-vous? Je me souviens d'un énorme bruit et d'un basculement dans l'obscurité avec mon cri, un espèce de hurlement de bête et je ne comprenais plus rien. Je crois que j'ai même pas eu mal sur le moment et j'avais l'impression qu'on mettait beaucoup de temps à venir et puis ensuite j'ai oublié. Mais je me suis réveillée à l'hôpital où on m'a expliqué qu'il y avait eu une explosion, que j'avais eu beaucoup d'éclats de verre et de métal dans la figure et que j'avais perdu un œil, qu'on avait été obligé de m'enlever un œil parce que l'autre risquait d'être contaminé. À ce moment-là, je ne voyais rien du tout. J'ai été aveugle pendant 2 mois. Et puis petit à petit, j'ai retrouvé un petit peu la vision de l'œil gauche. Avant de perdre d'ailleurs complètement la vue, vous l'avez revue cette photo dont je viens de parler, elle vous a suivi, vous le dites, de déménagement. À partir de quel moment vous avez pu bien vous réconcilier avec cet enfant abîmé dans le regard des autres et vous désidentifier un peu d'elle? Oh, j'ai mis beaucoup de temps. Je crois que je détestais cette petite fille abîmée que j'étais et dont se moquaient les autres enfants qui se demandaient pourquoi j'avais de grosses cicatrices sur la figure. Donc je détestais cet enfant qui n'était pas comme les autres et que j'étais malgré moi. J'ai mis, oui, beaucoup de temps. Il a fallu beaucoup d'expérience, de peinture, de psychanalyse, de travail corporel et puis de maturation personnelle, je crois. Delphine, je crois que votre compagnon, ce n'est pas un secret, hein, vous le dites dans votre livre, Bernard, qui nous accompagne, a retrouvé dernièrement, il est à côté là sur le plateau, a retrouvé dernièrement une photographie, ou en tout cas un journal avec cette photo, et c'est lui qui vous a décrit cette photo avec ces mots. Comment vous l'a-t-il décrit? À vrai dire, je ne sais plus précisément, mais j'ai été vraiment très touchée qu'il cherche chez les bouquinistes tous ces vieux numéros de Match. Je crois qu'il a été très frappé de voir mon visage de petite fille. Pour moi, c'était un petit peu banalisé parce que quand j'étais petite, j'ai vu 36 fois cette photo qui en plus était ressortie à chaque anniversaire. Et mes parents avaient gardé aussi beaucoup de journaux de l'époque pour que quand je serais plus grande, je puisse un petit peu essayer de comprendre dans le détail ce qui s'était passé. Parce qu'ils m'ont tout de suite raconté que c'était la fin de la guerre d'Algérie, que l'OAS mettait des bombes. À 4 ans et demi, c'est déjà la vérité. Oui. Vous la prenez. Oui. Oui, on m'a jamais raconté de salade. Cette photo, et on va en terminer là sur la photo, vous dites elle a servi à quelque chose, puisque dès le lendemain, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer les attentats et l'OAS. On va écouter un extrait du journal de l'époque. La campagne du plastique continue. Cette offensive en visant M. André Malraux a fait la plus pitoyable des victimes, une fillette de 5 ans qui a failli perdre la vue. La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui heurtent toutes les consciences? Passant outre à l'interdiction de toute manifestation formulée et réitérée par le gouvernement, certains partis et groupements ont voulu manifester à la Bastille contre l'action de l'OAS. Des forces policières nombreuses avaient été massées pour faire respecter la décision du gouvernement. Et de sérieuses échauffourées se déroulèrent entre services d'ordre et manifestants, laissant le triste bilan de 8 morts et de 150 blessés.
Finalement, il y a eu 9 morts. Cette manifestation du métro Charonne pour la paix en Algérie et contre les attentats de l'OAS a marqué votre vie. Vous vous battez encore aujourd'hui pour la reconnaissance de ces victimes, victimes de la police. Oui, ces victimes de la police qui n'ont jamais eu de véritable reconnaissance. Et je trouve ça tout à fait révoltant, alors que depuis des années, des stèles sont érigées dans le domaine public à la mémoire et à la gloire d'anciens factieux de l'OAS qui pourtant ont été jugés, condamnés à l'époque et amnistiés plus tard. Et à qui on rend quasiment un culte, alors que ces 9 personnes qui ont été massacrées au métro Charonne n'ont aucune reconnaissance publique pour l'instant. Après cet attentat, il y a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, de très longs mois d'opération à l'hôpital avant le départ pour New York et la rencontre aussi avec le professeur Converse qui vous fera les opérations de chirurgie réparatrice. Il est très important, ce professeur. Oui, il a offert gratuitement à mes parents de m'opérer parce qu'en France et même en Europe à l'époque, il n'y avait pas de chirurgien véritablement pour la chirurgie réparatrice. Et donc nous sommes partis un petit peu au pied levé. Mes parents ont été très aidés par des gens formidables, comme le patron de mon père à l'époque à la Régie Renault, qui était Pierre Dreyfus, qui nous a offert le voyage sur le France, parce que je n'avais pas le droit de prendre l'avion, ayant un petit bout de verre dans l'œil qui risquait de bouger. Et pour moi, en fait, ça a été une grande chance de pouvoir vivre comme ça un an aux États-Unis. J'allais à l'école française, mais j'ai un petit peu appris l'anglais et je passais une semaine par mois à l'hôpital pour me faire opérer. Il y a eu l'adolescence et puis après, encore après, il y a, vous le décrivez dans ce livre, ces moments de va-et-vient de votre vue. Vous distinguez, vous arrivez à lire et puis tout se brouille. Vous parlez d'un flou artistique jusqu'à l'extinction de la vision. Quand on est frappé ainsi, presque une deuxième fois, comment on réapprend une autre vie? À quoi on s'accroche pour continuer à croire en la vie? Ce que vous faites? D'abord, il y a eu le déni. Hein. Justement, comme quand j'étais petite, mon petit bout de verre bougeait souvent. J'avais l'habitude de ne plus arriver à lire pendant quelques jours et puis de retrouver ensuite la vue. Et quand ça a commencé à cause d'un glaucome post-traumatique, quand j'avais 15, 20, 25 ans de plus en plus, mais surtout entre 28 et 30 ans, je me suis dit que là aussi ça reviendrait. Et puis en fait, il y a eu un moment où de semaine en semaine ma vue a baissé, mais bon, c'est une expérience que bien d'autres gens ont eue, malheureusement. Et quand je n'ai plus pu lire du tout, j'ai quand même dû admettre la réalité. Et ça a d'abord été vraiment un blackout, c'est le cas de le dire. J'ai rompu avec tous mes amis de l'époque. J'avais vraiment l'impression de découvrir un autre univers et de ne plus du tout avoir de repères. Et j'ai mis beaucoup de temps. Il se trouve que j'étais déjà en psychanalyse à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis mise à refaire beaucoup de musique. J'en avais fait quand j'étais petite et je m'y suis remise un peu d'arrache-pied. De la sculpture aussi pour essayer de développer tout ce qui était la musique, la peinture, toucher. la sculpture occupent une place très importante et vous décrivez très bien tout cet art dans votre livre. Oui, ça a été très important pour moi. Mais même avant de devenir aveugle, je faisais de la peinture. En parallèle à mes études, j'ai fait d'abord Sciences Po et un DEA d'histoire de l'art. On dit aussi, on dit un mot de Phèdre? Oui, Phèdre, c'est ma chienne guide. Elle a eu un rôle très important. Un rôle extraordinaire. Elle est avec moi depuis plus de 12 ans et vraiment, elle m'a changé la vie. C'est tout à fait différent d'être guidé par un chien surtout tellement intelligent que de marcher avec une canne en tâtonnant. Et vous avez retrouvé vos repères petit à petit. Alors, dans ce livre, il n'y a pas de haine contre les auteurs de cet attentat. On sait que le poseur de bombes a été emprisonné, mais on ne connaît pas tous les commanditaires. Pas de haine? Non, pas vraiment de haine, mais pas non plus envie d'oublier. Je crois qu'on peut pardonner aux gens qui vous ont fait du mal à vous. Moi, je peux pardonner éventuellement à ceux qui ont mis la bombe, mais je ne peux pas pardonner à ceux qui ont causé des attentats, qui ont tué d'autres gens. Et je crois qu'il ne faut pas oublier. Et quand on voit à l'heure actuelle les luttes
dans la politique mémorielle, je crois que c'est très important de tenir ferme la barre. Et je suis heureuse d'être au Sénat où justement, il y a 2 ou 3 mois, a été votée une loi qui avait été initiée par Alain Néry en 2002 à l'Assemblée nationale et qui a fini par être votée là au Sénat en novembre pour reconnaître la date du 19 mars comme jour de souvenir pour les victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. Delphine Renard, on va finir sur le titre. Je vais aussi laisser Stéphane Rosès et Jean-Louis réagir. On finit sur le titre de ce livre. Tu choisiras la vie. C'est un formidable titre. C'est un verset de la Bible qui résume aussi votre parcours. Tu choisiras la vie. C'est ce que vous avez choisi. Oui, j'ai choisi ce titre, ce verset magnifique qui dit que c'est pas forcément évident, qu'on pourrait éventuellement choisir la mort. Stéphane Rosès, Oui, une réaction. Je n'ai malheureusement pas pu lire votre ouvrage, mais à vous écouter, on se dit que votre force et votre capacité je vois un autre psychanalyste, Boris Cyrulnik, parle de résilience. On entend dans ce que vous dites 2 chemins parallèles. Le travail sur vous, au travers de l'art, au travers d'un retour sur vous, la psychanalyse, et en même temps, en parallèle, le souci de restituer ce qui vous est arrivé dans un contexte politique, en vous réappropriant la question de la mémoire, de l'histoire collective. Et on imagine que du coup, il a fallu que les 2 fonctionnent ensemble pour vous donner cette force, que sans doute seulement un aspect n'aurait pas souligné. Le mot de conclusion, Delphine Renard. Est-ce que le temps passe très vite avec vous? On aurait voulu rallonger le journal et vous garder plus longtemps. Je vais vous laisser le mot de la fin. Écoutez, juste pour répondre à Stéphane Rosès, je crois qu'il fallait ce très lent et long travail intérieur pour que la prise de conscience politique puisse être habitée et ne soit pas seulement théorique. Et ce soir, Jean-Luc Gombault, Stéphane Rosès et moi-même, nous vous conseillons ce magnifique livre « Tu choisiras la vie ». Delphine Renard, merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Vraiment. de votre invitation. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain à 19 h. Belle soirée. Je vous dis pour ma part, à lundi, avec plaisir, bien sûr.